Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, au Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Jonneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Commission nationale du débat public et vous allez nous expliquer justement de quoi il s'agit. À ma droite, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste. Bonjour. Et puis Frédéric Courleux, directeur des études au sein d'un think tank qui s'appelle Agriculture, stratégie. Chantal Jonneau. On parle beaucoup aujourd'hui du débat public en lien avec l'agriculture. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Eh bien, depuis le 23 février jusqu'au 31 mai, on va organiser un grand débat public en France, ouvert à tous les citoyens, qu'ils soient experts, agriculteurs ou non. C'est important pour nous d'ailleurs ce ou non, puisque ce sont les personnes qui s'expriment le moins et qu'on entend peu, sur le plan stratégique national. Alors, globalement, ça va être évidemment sur la politique agricole, parce que ce plan stratégique touche quand même énormément d'aspects. Mais nous, notre obligation légale, c'est effectivement d'organiser un débat sur le plan stratégique national. Et je tiens juste à préciser un point, c'est que c'est une obligation pour le ministère de nous saisir pour savoir s'il faut ou non organiser un débat public, mais ensuite, c'est nous, Commission nationale, qui sommes une autorité totalement indépendante, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas du gouvernement, on est aux ordres de personne. C'est à nous de l'organiser. Et j'insiste sur ce point, c'est pour témoigner en fait de notre neutralité. On n'est pas aux ordres du gouvernement, on n'a aucune position sur le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne présiderai pas ce débat, parce que j'ai pris beaucoup de positions sur la question de l'agriculture et de l'environnement. C'est Hilaria Casillo, qui est une grande experte de la participation, qui va le présider pour faire en sorte que justement tous les avis s'expriment et qu'on arrive, in fine, à avoir une vision claire de ce que pensent les Français, de leurs aspirations, de leurs craintes, de leurs interrogations aussi. Et ça permettra ensuite au gouvernement de construire ce plan stratégique national. Je suis citoyen, je suis agriculteur, j'ai envie de m'exprimer, je fais comment ? Alors, on a ouvert une tonne de panoplie de possibilités. Vous avez évidemment un débat un débat numérique, site internet où vous pouvez développer des contributions, poser des questions, poser des cahiers d'acteurs pour les organisations un petit peu plus constituées. Il y aura des réunions publiques à travers la France, 30 réunions, alors plutôt dans des plus petites villes, pas les grandes capitales régionales, parce qu'on veut être là où ça se passe. Il y aura aussi la possibilité pour toute personne d'auto-organiser son débat. Alors, on fournit un kit, c'est simplement pour nous pouvoir ensuite exploiter les données, pour pouvoir ensuite travailler cette matière qui est vraiment en général très très riche. Mais vous pourrez auto-organiser votre débat. Et puis, on a utilisé du tirage au sort en 140 citoyens, simplement pour pouvoir hiérarchiser les priorités, puisque vous savez que l'Europe propose 10 priorités. Et avoir une idée de la manière dont le public pourrait les hiérarchiser. Donc on a tiré au sort 140 citoyens qui feront ce travail. Alors débattre c'est bien, mais c'est pas la thérapie, c'est le but d'en sortir des extraits. Comment vous procédez pour justement ne pas avoir tout et le contraire ? Alors c'est assez marrant dans le débat public, c'est le 100e qu'on organise sur des sujets extrêmement variables. On a beaucoup débattu sur le nucléaire, sur le transport, sur la politique énergétique. Et vous verrez qu'in fine, c'est toujours très cohérent. Les détracteurs du débat public vous disent toujours « Oh là là, tout est n'importe quoi, les gens ont des demandes très contradictoires » et pas du tout. En général, il y a vraiment une vision qui s'exprime, des valeurs qui s'expriment. On travaille, nous, beaucoup sur la parole brute. C'est-à-dire qu'on n'aime pas ce qui est retravaillé parce qu'en général, ça ne vous dit pas toujours la vérité. Donc on travaille sur la parole brute. On demande aux personnes non pas de nous dire s'ils sont pour ou contre, mais pourquoi. De développer l'argument qu'ils sont pour telle chose ou contre telle chose. Et ça nous permet justement de faire ressortir ces valeurs qui fondent les positions des uns et des autres. Donc c'est en général effectivement un gros travail. Nous, on a 2 mois pour le faire. Donc au bout de 2 mois, on fait un compte-rendu extrêmement détaillé qui est cette photographie là, sincère, puisque pure. On n'a aucun parti pris, on n'a aucun intérêt dans le sujet en particulier. Et ensuite, le gouvernement, lui, aura 3 mois pour dire ce qu'il retient ou pas, et surtout dire pourquoi il ne retiendrait pas certaines recommandations que nous aurions faites. Et il doit le faire publiquement. Donc tout ce qu'on fait, nous, c'est transparent, c'est public, vous aurez accès à tous les comptes rendus de réunions, tous les avis, les commentaires, vous pourrez vous-même vous faire votre propre idée. Mais ce qui est important, c'est qu'ensuite, le gouvernement a vraiment une obligation de reddition des comptes. Ça ne peut pas rester dans un tiroir et il ne peut pas juste faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Et si jamais ça restait dans un tiroir, qu'est-ce que vous pourriez faire ?
Alors j'ai une certaine capacité à m'exprimer, ça ne vous aura pas échappé. Par le Et passé, donc, on l'a vu. Par le passé, puis encore récent d'ailleurs. Et donc je l'utiliserai. Pour le faire savoir. Bon, vous savez qu'on va parler du Green Deal. Alors tout d'abord, Jean-Marie Sironi, déjà il faut expliquer en quelques phrases ce qu'est le Green Deal. Alors expliquer en quelques phrases l'esprit du Green Deal, parce que dans le détail, on ne sait pas encore. Donc le Green Deal, donc le pacte vert, qui fait référence au New Deal, bien sûr. Le pacte vert donc, a été un texte d'orientation de politique générale proposé par la nouvelle présidente de la Commission européenne, donc après, par rapport à la question agricole, après le lancement des discussions sur la PAC, et par rapport à l'aspect politique général, après l'élection du Parlement et après la nomination de la Commission. Donc ce document, je dirais, cadre d'orientation de politique générale, ne concerne pas que l'agriculture, il concerne l'ensemble de l'économie, avec cette idée, ce cap à long et moyen terme, ce cap qui est de dire il faut déconnecter la croissance économique, je la fais courte, déconnecter la croissance économique de l'utilisation des ressources, avec cette idée d'un continent, enfin d'une Europe, d'une Union européenne, à l'horizon 2050, si ma mémoire est bonne, neutre en carbone. Voilà, c'est le cadre général, donc d'une approche absolument transversale, très systémique, qui concerne toute l'économie et toute notre vie quotidienne. Sur la partie agricole, il va y avoir une déclinaison qui est aujourd'hui il y a des prémices, mais on ne la connaît pas véritablement dans un mois, je crois, sur quelques forme, enfin en gros de l'assiette à de la fourchette à l'assiette. Moi, je préfère de l'assiette à la fourchette, parce que c'est quand même l'assiette, c'est le marché qui tire, c'est pas la fourchette qui pousse. Donc avec des mesures. Une idée assez novatrice dans la politique publique, c'est que ça concerne l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ça part de la production jusqu'à l'assiette du consommateur. Et c'est piloté, non pas par la Direction générale de l'agriculture, non pas par la Direction générale de l'environnement, mais par la Direction générale de la santé. Ce qui est en soi, je pense, des suites de manœuvres internes, mais en même temps un signal politique assez fort. Frédéric Courleux, est-ce qu'il faut avoir peur du Green Deal quand on est agriculteur ? Non, au contraire. Oula, le micro est mal réglé. Non, au contraire, on pense, nous, Agriculture Stratégie, que le Green Deal, c'est au contraire une opportunité pour la PAC, qui aujourd'hui est mal en point. Voilà, le constat peut être assez sévère. On a réduit la PAC à une question de distribution d'enveloppes entre États membres, entre agriculteurs. On sait 7 ans à l'avance combien on va rembourser, combien on va payer, combien les agriculteurs vont recevoir. Donc forcément, c'est difficile de parler efficacité dans ces conditions. On est plutôt dans une logique de consommation budgétaire dans la PAC, avec des aides qui sont pour l'essentiel découplées, donc qui n'ont aucun pouvoir sur l'orientation des productions et qui n'ont aussi pas la faculté d'accompagner les agriculteurs dans les crises. On verse les aides, que les prix soient hauts ou que les prix soient bas. Donc pour nous, c'est assez fondamental que le Green Deal puisse aussi réinterroger cette option européenne qu'on a prise au début des années 90, qu'on est les seuls au monde à continuer de poursuivre. Donc non, au contraire, c'est une opportunité et on voit bien qu'avec le grand débat, on en a une seconde. C'est-à-dire qu'au niveau des états généraux de l'alimentation, au début de ce quinquennat, on a dit on s'occupe par une loi de tout ce qui peut être amélioré pour l'agriculture au niveau national et qu'on traitera par la suite les questions européennes. Le problème, c'est que par la suite, pour les questions européennes, est venu un peu tardivement et il vient que maintenant grâce au grand débat. Donc on va pouvoir enfin discuter de la PAC. Merci le grand débat. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le monde agricole ne va pas avoir forcément les opportunités d'une Green Deal et va être plutôt un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. Donc pour être un peu primaire, un peu schématique, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon qui est de dire ce Green Deal, d'abord il s'appelle vert. Donc déjà vert, on a du vert devant nous, c'est sympathique, mais il y a des gens auxquels ça donne des boutons. C'est de se dire, ça va être l'occasion pour le lobby écologiste, au sens très large du terme, de prendre plus de poids dans le... Mais ça peut être aussi l'autre regard, et c'est ce que disait Frédéric, c'est de se dire, ce grand mouvement sur l'écologie et sur l'environnement, l'agriculture est au cœur du débat. Et donc c'est une façon d'argumenter pour défendre une politique agricole vraisemblablement différente et plus véritablement écologique à cette occasion-là. La difficulté à comprendre,
à intégrer, moi je ne sais pas le faire aujourd'hui parce qu'on a peu d'informations, c'est comment ça va s'articuler avec la PAC. Parce qu'il y a quand même un aspect instrumental, un aspect procédure. La PAC, les textes de la PAC ont été déposés et ils doivent être après négociés, etc. Mais la proposition de départ n'est pas remise en cause. Or, le Green Deal remet en cause quand même assez profondément dans son esprit. Donc pour moi, il y a deux façons. Moi, je crois que c'est une façon, quelque part, politiquement, de contourner la PAC. La PAC instrumentalisée, enfin l'instrument de la PAC est en cours de négociation. Dans le Green Deal, dans sa déclinaison agricole, tel qu'on commence à voir les premiers éléments, il y aura des objectifs chiffrés de réduction des fertilisants, de réduction des pesticides, enfin des phytosanitaires, de réduction des antibiotiques. Et je pense que ça servira à la Commission, par rapport au plan stratégique national, de dire votre plan stratégique déclinaison de la PAC ne respecte ou ne respecte pas, non pas les objectifs de la PAC, mais les objectifs du plan vert. Et je crois derrière qu'en fait, ça préfigure la réforme de la PAC d'après. Frédéric Courleux. Alors, il y a une course de vitesse et vous avez là les deux versions. Il y a une version qui veut aller vite pour que rien ne change, qui met en avant qu'effectivement le précédent commissaire avait fait une réforme qui en fait était un copier-coller. Les services de la commission disent d'eux-mêmes on a eu 15 jours pour préparer cette réforme, donc on n'a pas pu faire grand-chose d'autre qu'un copier-coller. Le Parlement européen a bloqué cette réforme à la fin de la mandature. Je ne vois pas comment le nouveau Parlement dirait « Ok, ce que le précédent a critiqué, finalement, c'est très bien et on est en vacances pour les 4 prochaines années. » Je ne le vois pas du tout. Donc la course de vitesse, elle est avec ceux qui pensent qu'au contraire, politiquement, il y a pas mal de choses qui changent. Il y a des enjeux climatiques, environnementaux majeurs. La Commission européenne met un capital politique énorme sur la table. Si ce capital politique-là ne se transforme pas en une meilleure PAC, meilleure pour l'environnement, meilleure pour les agriculteurs, ce sera dramatique, y compris pour la construction européenne. Donc voilà, de cette course de vitesse, moi je fais partie plutôt de la deuxième équipe, celle qui pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion sur la remise en cause des aides découplées. Il y a des choses qui peuvent aller très vite, notamment tout ce qui est gestion de crise sur lequel je travaille personnellement pour le Parlement, mais aussi sur l'organisation des producteurs. Ça, on peut aller très vite. Par contre, sur tout ce qui est aide couplée, je ne vois pas comment on ferait une continuité, un statu quo sur des aides qui, je me répète, sont inefficaces pour garantir les revenus des agriculteurs face aux crises et inefficaces pour orienter les systèmes de production vers davantage de durabilité. La captation du carbone, ça peut être une vraie source de revenus pour les agriculteurs. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'avancent pas assez vite dans ce domaine. Je voudrais quand même préciser ce que dit Frédéric. Donc, il se met dans une équipe. Moi, je ne suis pas dans une équipe. Moi, je ne défends aucun intérêt. J'analyse ce qui se passe. Et ce que j'analyse, c'est que lors de la précédente réforme, le commissaire Dachanselos a contourné un certain immobilisme, je mesure mes mots, un certain immobilisme des services de la Commission en faisant une consultation publique, ce qui lui a permis de contourner, et notamment l'immobilisme de la DG Agri. De la DG Agri, et ça lui a permis de mettre en avant notamment le paiement vert, dont les modalités n'ont pas permis qu'il soit efficace, mais quelque part. Et là, moi je crois que c'est la même chose pour contourner, mais par le Green Deal. Mais après, il y a un cadre institutionnel, et c'est quand même les institutions, c'est quand même aussi un des fondements de la continuité démocratique. Il y a un cadre institutionnel, et contrairement à ce que tu dis, le Parlement n'a pas bloqué la réforme. La précédente commission agricole a fait en sorte, effectivement, que les actes ne soient pas définitifs et que le nouveau mandat puisse décider de continuer ou de remettre en cause, et ils ont pris une position intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils ont réouvert certains dossiers à la discussion, pas tous. Donc on va, je crois, dans la réforme, là, dans la lignée, et personnellement je le regrette. Jean-Marie Sreni, il faut qu'on fera pas de reste grandes un peu réformes. de temps parce que On ne fera pas de vous êtes trop long. On ne fera pas de grandes réformes. Ma question sur la captation du carbone, là, il y a vraiment un enjeu qui est important à capter du carbone. Est-ce qu'on va y aller ? Alors, on va y aller. On va y aller. L'enjeu, c'est d'aller vers une économie davantage décarbonée. Il y a une solution intermédiaire, transitoire, qui est le stockage dans le sol, mais qui n'est pas infini. C'est une demi-génération, ou un peu plus.
Mais les sols, ils ne peuvent pas stocker Mais indéfiniment. on est au tout début du On est savoir au tout dans ce début. domaine. On est- On est à la on est- préhistoire. On est au tout début. Donc là, clairement, la Commission laisse penser qu'elle va aller vers une taxe carbone, parce qu'en plus, Oui, c'est ça qui Comme, est fondamental. euh, Mécanisme aux frontières voilà, carbone. le mécanisme. C'est une révolution pour la politique commerciale. Donc la Commission, vraisemblablement, va aller vers une taxe carbone pour des raisons environnementales, mais soyons clairs, également pour des raisons budgétaires. Puisque les ressources propres de la Commission proviennent en partie des taxes et des prélèvements à l'importation, des droits de douane. Or, Plus ces qu'il y droits en a de de moins en douane, moins. plus on signe d'accords de libre-échange, moins il y a de droits de douane. Donc les ressources propres diminuent. Il faut en inventer Jamais d'autres. Donc il y été a l'histoire très du plastique en l'air. Et il y a la question de la taxe carbone. Donc là, qui est indépendamment de la question environnementale. Mais c'est aussi une dimension environnementale avec cette idée, est-ce qu'il ne faut pas mettre une protection aux frontières liée au carbone ? Nous sommes au terme de cette émission. On va laisser la conclusion à Chantal Joanneau qui n'a pas trop parlé sur le débat. Je l'ai bien noté, bravo. Non, Euh, j'ai été, vous avez vu, hein. Ouais, vous J'ai avez bien fait attention, réservé j'ai comme il pas faut. parlé, mais Bravo. je veux quand même dire que ces sujets, ça fait longtemps qu'ils sont sur la table, mais il y a eu d'énormes progrès dans ce domaine. Moi, je suis frappée, j'ai été secrétaire d'État à l'écologie il y a 10 ans. Je veux dire, il y a des questions qu'on aborde aujourd'hui dans le débat sur... Comme des bon, évidences qui étaient des mais problèmes de on polémique. ne pouvait même pas parler de bien-être animal. Ça aurait été effectivement, ça aurait été une guerre civile. Donc il y a vraiment de nets progrès. Voilà. Donc tous ces sujets-là, on va les aborder dans le débat et j'ai toute confiance dans la capacité à ce que la parole du public rencontre celle des experts et des agriculteurs. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une opposition aussi fondamentale entre les uns et les autres. On va aborder tous ces sujets, mais moi je vois ça avec un œil extrêmement positif. Vive le débat. Et si je peux me permettre juste, ça fait 3 jours que je suis dans le salon, que je discute un peu avec beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui disent là, on est en train de vivre un point de bascule. Complètement ce que vous dites. Dans les débats informels qu'il y a partout. Tout à l'heure, tu avais un débat entre les syndicats qui arrivaient à se parler de manière courtoise. Ça a toujours été Confédération le cas. paysanne Voilà. et FNSEA, Mais il faut le signaler. Courtois, hein. ça a toujours été le cas, mais argumenté. Les choses changent et très vite, et c'est un peu symboliquement, il se passe beaucoup de choses tout de suite là. Voilà, Chantal Joanneau, merci Merci. beaucoup d'être venu ici. Jean-Marie Serroni et Frédéric Merci. Courleux, merci de votre contribution et surtout, merci à vous.